Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour explorer avec vous un sujet fondamental qui va nous aider à comprendre un petit peu mieux notre vie humaine. Et ce sujet m'a été proposé par une abonnée qui est Laetitia, que j'embrasse au passage. Dans cet épisode 2 intitulé Qui est l'ego? Quelle est sa fonction? Nous allons découvrir pourquoi il est indispensable à l'incarnation et d'autres aspects qui le caractérisent. Alors, pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai eu tendance à critiquer l'ego. Je le voyais surtout comme quelque chose de limitant, voire même de très négatif. Mais au fur et à mesure des informations que l'univers m'a transmises, j'ai compris toute son importance. L'ego n'est pas du tout un ennemi puisqu'il fait partie intégrante de notre corps humain qui est directement relié au monde de la matière et donc à la Terre. En fait, il agit comme un programme conçu pour avancer et pour concrétiser dans la matière ce que l'esprit qui est en nous souhaite réaliser. Mais l'ego ne suit aucune règle fixe. Il n'apparaît pas au même moment pour tout le monde ou n'agit pas de la même façon parce qu'il dépend d'un ensemble de paramètres, car je vous rappelle que c'est un programme. Chez certains, l'ego peut se mettre en mouvement très tôt, parfois même dès la naissance. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un nourrisson ressent énormément de choses, même s'il ne les comprend pas encore. Il peut donc capter des émotions transmises par la mère et être sensible à des mémoires familiales, à des charges karmiques, ou tout simplement percevoir un climat vibratoire lourd autour de lui. Et lorsqu'un bébé ressent une tension, une lourdeur émotionnelle, ça crée un déséquilibre intérieur et c'est là que l'ego se met en mouvement. Pour un bébé, s'affirmer et montrer qu'il existe passe d'abord par des moyens simples et instinctifs. Des réactions brutes comme les cris et les pleurs, qui sont ses premiers outils pour dire j'ai besoin que l'on me voie, qu'on m'entende, qu'on me sécurise car je souffre et j'ai mal. Même si l'enfant ne peut pas encore formuler ses émotions, ces réactions sont une première façon pour lui d'exister et de protéger son espace intérieur pour exprimer un inconfort ou un mal-être déjà présent. C'est donc bien l'ego, encore timide, fragile, mais réel et actif, qui commence à se mettre en marche, car une émotion intérieure active le programme. L'ego se réveille toujours chez un enfant, souvent à la première blessure émotionnelle importante, comme par exemple le rejet, l'humiliation, mais ça peut être aussi un manque d'attention. À ce moment-là, quelque chose en lui se contracte et apprend. Je dois me protéger. Ce mécanisme est normal et presque vital, puisqu'il nous aide à nous repérer, à nous affirmer, à exister. Il n'y a donc pas d'âge défini, puisque l'ego, je vous le rappelle, est un programme qui s'adapte et qui s'active différemment selon chaque histoire, chaque vibration et chaque expérience. Chez d'autres, l'ego ne naît pas d'une blessure ou d'un traumatisme. Il se structure petit à petit au gré des expériences quotidiennes et des étapes naturelles du développement personnel. La première étape est celle où tout est perçu de façon plutôt neutre, presque objective. Donc l'ego, encore en mode veille, se contente d'observer. Il n'agit pas encore. Il enregistre simplement les premiers repères nécessaires pour vivre dans la matière. À ce stade, il n'y a ni filtre émotionnel, ni croyance personnelle, ni réaction automatique. C'est juste le début du programme qui se met en place. L'ego se réveille doucement, prépare ses bases, construit ses premiers points de référence avant d'entrer réellement en fonction. Peu à peu, ce programme s'organise autour d'un principe essentiel. Apprendre à gérer le mental pour assurer la survie, la sécurité et les premières interactions avec le monde. C'est là que l'ego commence vraiment à se former, en donnant du sens, en classant les informations, en créant des automatismes pour aider le corps à fonctionner dans un environnement concret. Ensuite vient le rôle fondamental de l'expérience. Chaque situation, chaque réaction et chaque émotion vécue inscrit quelque chose dans ce programme. C'est grâce à ces apprentissages que l'ego façonne une identité de ce que l'on aime, ce qui nous rassure, ce qui nous fait peur, ce qui nous met en mouvement. Bref,
L'expérience est littéralement ce qui structure l'ego étape après étape. Mais il y a un point très important. À l'origine, l'ego est fait pour fonctionner avec légèreté. Il n'est pas censé alourdir l'existence ni enfermer la personne dans des schémas qui sont rigides. C'est seulement plus tard, à cause des blessures, des croyances, des conditionnements ou du manque de confiance qu'il peut devenir beaucoup plus dense et beaucoup plus protecteur. L'ego qui voulait simplement éviter la souffrance se transforme alors en armure. Il nous pousse à nous méfier, à nous cacher, à ne pas trop essayer ou à exagérer par peur que la douleur revienne. Il croit protéger, mais il finit parfois par nous enfermer dans un conditionnement. Le chemin ensuite n'est pas de se battre contre l'ego, mais de le reconnaître, de comprendre d'où viennent ces mécanismes, quelle peur il cherche à éviter, et quand on voit tout cela avec conscience, alors on reprend la maîtrise de notre énergie. On retrouve cette légèreté naturelle pour laquelle l'ego était destiné au départ. Dans sa forme la plus pure, et je dis bien la plus pure, l'ego est donc un programme intelligent, construit progressivement à travers la neutralité, la gestion du mental et l'expérience du monde. Il permet à la vie humaine de se déployer en offrant une structure stable, capable de rester ouvert si l'esprit garde sa place. Parce que oui, l'ego cohabite avec l'esprit, cette part de nous qui reçoit la guidance depuis le monde subtil, comme on l'a vu dans l'épisode 1. L'esprit est donc relié à notre essence, à notre âme, et c'est lui qui apporte la vision, la clarté et la direction à suivre dans notre vie. Mais il arrive que l'esprit soit blessé, affaibli, ou qu'il ne soit même pas conscient de savoir qui il est, comme amnésique. C'est donc une incarnation dans laquelle il n'est pratiquement pas incarné, voire même pour certains pas du tout. Ces personnes traversent leur vie en étant là, mais pas présentes, comme si elles regardaient le monde finalement à travers un voile. Dans ces moments-là, l'ego croit qu'il est le maître. Il agit alors comme un programme automatique, une sorte d'intelligence intégrée au corps humain qui va réagir selon ce qu'il connaît et ce qu'il a appris de l'expérience depuis l'enfance. Il devient alors l'outil de survie principal. Imaginez un instant que vous êtes dans une situation complexe. L'esprit trop blessé pour recevoir la guidance de l'âme ou amnésique se retire partiellement, voire totalement. L'ego, lui, prend le relais pour protéger l'être humain. Il agit comme un régulateur, un filtre qui empêche de se disperser, qui restreint certains comportements pour éviter des blessures supplémentaires. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ce filtre permet de libérer un comportement, mais dans l'extrême. Ce n'est jamais avec une intention négative, puisque l'ego cherche à maintenir un mode de survie grâce aux données qu'il a collectées depuis le début. Mais attention, les données peuvent être bonnes comme mauvaises. Tout dépend des expériences vécues. Je vais donc vous donner 3 exemples différents de ce que l'ego peut faire quand il est seul aux commandes. Chez certaines personnes, l'ego va les empêcher d'oser quoi que ce soit. Il les maintient dans une zone de confort, alors pas par paresse, mais par peur, pour éviter de vivre une nouvelle souffrance déjà expérimentée. Alors l'ego va leur souffler, ne bouge pas, ne tente rien, reste là où tu es, c'est beaucoup plus sûr. Alors ces personnes n'avancent plus. Ils ne risquent plus d'aller vers de nouvelles expériences par protection, mais aussi au détriment de leur évolution. À l'inverse, l'ego d'autres personnes va les pousser à aller toujours plus loin, à dépasser les limites pour obtenir du pouvoir, de la reconnaissance, des preuves de la valeur. Enfin bref, ce comportement n'est pas né de l'ambition, mais d'un manque, comme une faille, une blessure, un vide qui s'est installé plus tôt dans la vie. Alors l'ego pense qu'en obtenant plus, en faisant mieux, en contrôlant davantage, la personne finira par combler ce qui manque. Mais dans cette quête infinie, l'amour, la simplicité et les relations et la douceur passent généralement au second plan. Pour d'autres encore, l'ego agit à l'inverse total. Il les pousse à s'occuper de tout le monde, sauf d'elle-même. Elle donne, elle protège, elle répare, elle porte les autres dans l'espoir inconscient d'obtenir un peu d'attention, un peu de reconnaissance, un peu d'amour.
Ce mécanisme vient souvent d'une blessure liée au sentiment de ne pas avoir été assez vu ou assez important. Alors l'ego leur murmure, si tu t'occupes de tout le monde, on t'aimera peut-être davantage. Mais en réalité, elles s'éloignent de leur propre sang. Ce qui ressort de ces trois exemples, c'est que l'ego, lorsqu'il agit seul, n'arrive jamais à trouver un équilibre. Il réagit toujours à quelque chose, une blessure, une peur, une expérience passée ou une vibration héritée. Et comme chaque être humain porte une histoire différente, eh bien chaque ego se manifeste d'une manière différente. L'ego n'est pas mauvais en soi, il essaie simplement de protéger avec les moyens qu'il connaît, mais il a besoin d'être accompagné par le cœur, par la présence intérieure, la conscience et donc notre esprit. Alors quelle est vraiment la place de l'ego dans notre parcours évolutif? Eh bien tout simplement, il doit travailler en collaboration avec l'esprit. Puisqu'il est notre moteur pour nous pousser à agir, à franchir les obstacles, à traverser des épreuves avec courage, puisqu'il est là pour nous aider à relever les défis de la vie, l'ego nous permet vraiment de trouver la force nécessaire pour surmonter les difficultés, pour couper avec le passé et pour ouvrir la voie à de nouveaux élans. Il nous aide à suivre nos rêves, à avancer vers une expansion plus grande et à réaliser notre destin. Mais lorsque l'esprit n'est plus capable de recevoir la guidance de l'âme car il est trop affecté par les blessures passées ou tout simplement inconscient, eh bien dans ces moments-là, l'ego passe en pilotage automatique. Il agit en réaction avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il a appris. Il intervient alors pour freiner certaines actions, pour protéger l'esprit et de lui permettre de se stabiliser. À ce moment-là, l'esprit n'est pas en mesure de gérer complètement la densité terrestre, ni les émotions intenses qui l'accompagnent. L'ego agit donc comme un régulateur, veillant à ce que ses émotions ne deviennent pas trop puissantes ou déstabilisantes, donnant ainsi à l'esprit le temps de reprendre progressivement le contrôle et d'exprimer son potentiel en sécurité. Comme je vous l'ai dit, l'ego agit comme il peut avec les outils qu'il possède, avec ce qu'il connaît. Alors quand il est seul aux commandes, il peut avoir des réactions très négatives, toxiques, parfois agressives ou même destructrices. Mais ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que pour lui, le reste du monde n'est pas sa priorité. L'ego protège avant tout le corps humain auquel il est accroché ou ce à quoi il se raccroche et rien d'autre. Et c'est pour ça que l'ego peut paraître très négatif. Pour lui, tout est une question de défense, de survie et de protection. Mais quand l'esprit reprend sa place et qu'il s'exprime, alors tout change. L'ego ne disparaît pas, il s'aligne. Il devient donc un allié précieux. Il écoute, il suit la guidance et l'individu retrouve à la fois sa force intérieure, sa conscience, mais aussi le respect et la considération pour ceux qui l'entourent. C'est la différence entre un ego qui agit seul et un ego guidé par l'esprit. Mais il existe une clé essentielle, le temps. Rien de ce qui paraît déroutant, sombre ou destructeur n'est jamais figé. Avec le temps, les expériences mûrissent, se transforment, et ce qui semblait négatif devient souvent une compréhension plus profonde de soi. C'est dans cet espace que la magie intervient. Non pas une magie extérieure, mais celle qui naît lorsque l'âme commence à agir. Car lorsque l'esprit qui s'était éloigné ou affaibli reprend contact avec l'âme, il se reconnecte à sa guidance qui est beaucoup plus vaste. L'âme patiente envoie alors des impulsions de clarté, de guérison, de réajustement. L'esprit se réaligne, comprend beaucoup mieux, voit autrement. Et c'est ce réalignement qui a une conséquence directe sur l'ego qui cesse progressivement d'agir seul. Ce processus, subtil mais puissant, est ce que l'on appelle véritablement la magie, la capacité de transformer une situation sans force, sans lutte, simplement parce qu'un niveau supérieur de conscience reprend les commandes. C'est l'âme qui éclaire, l'esprit qui retrouve son axe et l'ego qui, petit à petit, retrouve sa juste place. Alors, ce qui paraissait un chaos ou une impasse devient une étape de croissance, un passage nécessaire vers une version beaucoup plus alignée de soi. Alors, si l'ego est relié à l'esprit, la magie opère et il devient un partenaire puissant. Il agit dans la matière, transforme nos idées et nos inspirations en actions concrètes.
Il passe à l'action, avance malgré la peur, les doutes et les blessures et nous accompagne dans les défis, dans ces moments où il faut trouver le courage pour affronter les épreuves. Et c'est en ce sens qu'il devient indispensable. Et pour illustrer tout ça, imaginez la dynamique de cet équilibre dans la vie. L'ego agit comme un système de régulation qui nous permet de traverser les situations avec prudence. Il transforme la prudence en concentration, les expériences en apprentissage et la peur en courage. Il nous permet donc de maintenir notre centre, de rester efficace et de suivre nos objectifs, même dans la complexité de la matière. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'ego, lorsqu'il est connecté à l'esprit, devient aussi un moteur de motivation et de créativité. Il nous pousse à explorer, à tester nos limites, à expérimenter la vie avec audace. Il est le partenaire de l'esprit pour manifester concrètement les désirs et les aspirations, pour créer dans la matière ce qui correspond à notre destin. Alors bien sûr, tout ne se fait pas du jour au lendemain. L'ego apprend au fil des expériences, il s'adapte, il se corrige, il se module. Quand l'esprit est blessé, l'ego peut devenir rigide et réactif, mais dès que l'esprit reprend contact avec sa guidance, tout se rééquilibre. L'ego retrouve sa fonction initiale, accompagner, soutenir, passer à l'action et concrétiser ce qui est aligné avec le destin. On peut voir l'ego comme une force ambivalente, parfois rigide, parfois fluide. Mais quoi qu'il en soit, sa mission est toujours la même. Nous relier à la terre, nous ancrer dans la matière, puisque c'est lui qui nous permet d'agir de manière concrète. Il est la partie incarnée de la dynamique entre ciel et terre. Lui, l'esprit, guidé par l'âme, apporte la vision et la direction. L'ego, relié au corps et à la terre, traduit cette guidance en décision et en action concrète, Ensemble, ils permettent à l'être humain de vivre pleinement son incarnation, de dépasser les blessures et de progresser dans son évolution. Alors vous voyez, l'ego n'est jamais là pour nuire de façon volontaire. Il peut sembler négatif lorsque l'esprit est affaibli, mais il est toujours au service du corps et de l'esprit. Il est ce moteur et ce chauffeur qui nous permet de nous lever, de passer à l'action, de nous protéger et de traverser des expériences concrètes de la matière. Il nous aide à transformer les défis en apprentissage, les blessures en force et les expériences en opportunités de croissance. Et c'est pour ça qu'il est indispensable, puisque sans lui, nous serions complètement perdus dans la densité terrestre. Nous n'aurions aucun outil pour agir, aucun moyen de matérialiser les inspirations de l'esprit, aucun moteur pour avancer dans la vie humaine. L'ego, connecté à l'esprit, nous donne ce courage, cette force et cette capacité d'expérimenter pleinement la matière tout en restant aligné avec notre essence. Bien sûr, il reste toujours des zones d'ombre. Parfois, l'ego peut s'éloigner de l'esprit, se bloquer, devenir réactif ou rigide, mais ça fait partie du processus. Ces moments sont autant d'opportunités pour que l'esprit retrouve sa guidance, pour que l'ego, lui, retrouve sa place d'allié. Et quand tout est harmonieux, quand l'esprit et l'ego travaillent ensemble, alors la vie devient fluide, les actions deviennent alignées et l'être humain peut réellement concrétiser son destin. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, prenez uniquement ce qui résonne, laissez le reste et avancez toujours avec votre propre discernement. Je transmets simplement ce que je reçois sans imposer aucune vérité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous trouverez un lien dans la description pour me faire un don. Cela m'aide beaucoup car entre la canalisation, l'écriture et le montage, je consacre plusieurs jours à la préparation de chacune de ces vidéos. Donc merci du fond du cœur pour votre soutien. Et bien sûr, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire car je suis toujours à l'écoute. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance et votre soutien. Je vous embrasse du fond du cœur, prenez soin de vous et à très bientôt.